Hello, hello. Alors, tout bien. Eh ben c'est parfait. Eh ben bienvenue. Bienvenue et je suis ravie de vous retrouver pour du coup la suite d'un partage et de réflexion sur l'activité enfin les formations de thérapeutes et accompagnants et du coup l'activité nous qu'on a en tant que thérapeute ou accompagnant. Parce qu'il y a des choses dont on ne se rend pas forcément compte au début. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà la vidéo qui est sortie il y a une semaine à peu près sur la face cachée des formations de thérapeutes et d'accompagnants, ce qui manque en fait, ce qu'on ne nous dit pas. Alors, j'ai essayé d'être... C'était tellement dense, j'ai essayé de tout mettre dans 30 minutes à peu près ou 35 minutes. Et j'ai partagé après un tableau. Alors, je ne sais pas si ça a pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire aussi éventuellement, là dans le chat, ce qui vous a manqué ou s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on développe un petit peu. Voir si je fais une série là-dessus ou pas. Mais en tout cas, il y avait tellement de choses à dire. J'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais voilà, j'attends vos retours là-dessus. Comment c'est pour vous? Alors j'essaye de regarder. Bonsoir, bonsoir Célia, bienvenue. Coucou Sandrine. Ok. Euh, et puis dites-moi aussi si justement dans cette vidéo, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos, s'il y a eu quelque chose ou si vous avez trouvé ça un peu trop dense, trop touffu, ou si ça a été pour vous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ce qui se joue à l'intérieur, entre l'élan de l'âme et les fantasmes qu'on projette sur le métier de thérapeute ou d'accompagnant. Euh, dans un premier temps, on ira un peu déconstruire les fantasmes qu'on peut avoir. Liberté totale, l'impact immédiat, la facilité de ce qu'on va faire. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de se poser des vraies questions qui sont sur la viabilité matérielle, la posture professionnelle, et puis le... Pardon. J'ai tout de suite un chat dans la gorge. Et la nécessité de se transformer personnellement, en fait. Et je vais essayer de faire quelque chose de relativement interactif parce que c'est plus sympa de s'appuyer aussi sur vos retours à vous, votre vécu à vous. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Comme il y a toujours un petit décalage entre ce que je dis et le moment où je lis les commentaires où ils apparaissent, n'hésitez pas à mettre les questions vraiment au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Alors, tac. Célia, j'ai trouvé ta vidéo très bien construite. Eh ben super, merci Célia, merci. Ça fait plaisir d'avoir des retours parce que c'est du boulot, j'essaye d'être utile, j'essaye de partager parce que quand ça fait un moment qu'on pratique, mais du coup, on a essuyé quelques plâtres. Euh, et, et voilà, merci, c'est précieux d'avoir ce retour-là. Parce que c'est vrai que l'accompagnement, c'est tellement, à la base, c'est tellement quelque chose, un appel de l'âme, un élan du cœur. Je l'ai dit dans la vidéo, parfois ça peut prendre toute la place et on peut avoir la sensation que parce que c'est là, parce que c'est notre voix, ben du coup tout va venir tout seul. Tout va se dérouler avec fluidité et que comme si on avait relevé tous les défis avant en fait. Mais cet élan, oui, il est puissant, mais ça demande quand même à ce qu'on l'incarne. Ça demande de construire des choses, ça demande de développer certaines compétences, ça demande de se confronter à des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. Et puis, quand on arrive à faire tout ça, ce qui se passe, c'est qu'on arrive enfin à incarner ça dans la matière, en fait. Et c'est là qu'on spiritualise la matière. C'est là qu'on fait réellement... on est sur notre... alors, le terme est peut-être pas fou, mais on est sur notre mission de vie, en fait. On est sur ce qu'on est venu faire, en tout cas ici, dans cette incarnation. Je bois un petit coup.
Ok. Alors, euh, j'aimerais bien savoir déjà dans le chat si vous êtes déjà accompagnant, accompagnante ou thérapeute, si vous êtes en formation, si vous sentez l'appel mais que vous n'avez pas encore osé passer aux choses sérieuses. L'idée, c'est que je puisse adapter ce que je dis aussi à là où vous en êtes. Donc pour certains d'entre vous, je vous connais et je sais où vous en êtes. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Véro, oui, très intéressant. Merci Véronique. Et Célia, je suis en formation pour le moment. Ok Célia, super. Ok, ça marche. Donc, on va partir sur les fantasmes d'abord, et puis à chaque fois, je vais essayer de donner un exemple, et puis de vous faire participer aussi. La première, Myriam, accompagnante. Ouais, ok. Premier fantasme, c'est celui de la liberté totale. C'est ce qu'on nous vend aussi souvent dans les formations. Mais on a la sensation qu'on va pouvoir ne travailler que 2 jours par semaine, que le reste du temps, on va être dans la nature, à lire, à méditer, qu'on pourra organiser comme on veut notre emploi du temps, que tout va... Ça va résoudre en fait tous les problèmes qu'on a pu avoir avant si on n'était pas dans un métier, dans l'entrepreneuriat, parce que c'est de l'entrepreneuriat en fait. La réalité, elle est différente. La réalité, et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire, vous, ce que ça veut dire pour vous, mais la réalité, c'est que ça demande de l'autodiscipline, ça demande de s'organiser pour faire sa compta, pour son emploi du temps, pour la communication, pour avoir un temps d'intégration, pour avoir de la supervision aussi, pour des formations. Voilà, ça c'est une deuxième réalité. Une autre, c'est que on est souvent dans la solitude en fait. On est souvent un peu seul avec les prises de décision, avec justement l'organisation du temps, comment on gère notre planning, seul avec les questions qu'on peut se poser sur tel ou tel cas ou telle orientation stratégique par exemple. Voilà, donc ce sont des moments qu'on n'anticipe pas forcément et qui viennent contredire cette notion de liberté. Bien sûr qu'il y a de la liberté. Bien sûr que là, le live, je ne suis pas obligée de le faire et vous n'êtes pas obligé d'être là non plus alors que c'est quelque chose qui vient contribuer et qui vient nourrir votre activité. Donc, on est là et on y consacre du temps. Voilà. C'est de la liberté, mais de la liberté pas forcément à juste méditer et puis se laisser infuser par la lumière et avoir toutes les réponses. Parfois, il faut aller les chercher. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, quand vous avez imaginé, ou quand vous imaginez aujourd'hui la façon dont ça va se dérouler dans votre vie d'accompagnant, d'accompagnante, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était l'image que vous aviez ? J'aimerais bien un peu de mots-clés sur, je sais pas, la liberté, la souplesse, la fluidité dont on parlait tout à l'heure, la sécurité, la notion de mission. Comment c'était, comment ça a été ou comment c'est pour vous la représentation, en fait, la projection qu'il y a autour de ce métier-là et de ce qui se vit par rapport à la liberté dans ce métier-là. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vous dites ? Il faut être dispo quand les clients sont dispo. Mais oui, Célia, bien évidemment. Ça, c'est un truc... alors, surtout au début. Après, ça va mieux. Mais, et puis, ça dépend aussi quelle est ta cible. Parce que si tu prends une cible d'enfants d'âge scolaire, par exemple, et bien évidemment que ça va te demander de travailler les mercredis, surtout l'après-midi, et les samedis matins, voire les samedis journées. Et peut-être sur des fins de journée, sur le temps après l'école. Donc, oui,
Voilà. Et si tu t'adresses, par exemple, à des gens qui sont entrepreneurs ou thérapeutes, moi j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent me consulter. Donc là, du coup, eux, ils ont le temps dans la journée. Et moi, ça me permet d'avoir du temps pour ma vie de famille. Mais du coup, le choix de notre cible va impacter aussi comment on va devoir s'organiser et quel jour on va devoir travailler, par exemple, ou sur quel type d'horaire. Donc oui, ça c'est un premier élément et c'est très très impactant en fait. Euh, Ensuite, Myriam, les clients n'arrivent pas si facilement. Oui, alors là, ça c'est euh, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est on dit que quand l'élève est prêt, le maître arrive, mais quand le maître est prêt, les élèves n'arrivent pas forcément. Et ça, c'est un truc à avoir en tête, c'est-à-dire que les gens qu'on a envie d'accompagner, qu'on a l'élan d'accompagner, qu'on a les capacités et les compétences d'accompagner, ces gens-là, il faut qu'ils sachent qu'on existe et qu'on est là. Donc, ça demande effectivement de faire en sorte de communiquer suffisamment pour que les clients puissent savoir et puissent venir. Donc oui, oui, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que euh, on est libre, mais des fois on est un peu trop libre parce que il y a des moments où les gens ne vont pas nous trouver justement. Et donc ça c'est quelque chose, dans la partie trouver sa cible et dans la partie communication, il y a vraiment des choses à aligner en fait pour que la communication ne te prenne pas trop de temps, ne nous prenne pas trop de temps, ne coûte pas trop en termes d'efforts. S'amuser à faire des vidéos tous les jours sur Instagram, si on ne kiffe pas ça, si on n'a pas envie d'être visible et si on n'a pas envie d'y passer des heures ou de devenir Instagrammeuse ou Instagrammeur, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué et ça prend tellement d'énergie quand c'est pas aligné que c'est pas la peine. À ce moment-là, il faut trouver d'autres façons de faire. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais avant de se précipiter sur une formation qui va nous permettre d'avoir 40 clients par mois garantis, avant de faire ça, il faut déjà s'assurer que la pratique qui est proposée, elle soit réellement alignée. Parce que c'est à ce prix-là que ça ne nous coûtera pas à mettre en place et qu'on sera bien dedans en fait. Ok, alors Célia, ce qui m'a poussée, c'est juste le sens et la souplesse, mais pas du tout la sécurité financière. Ok, ok. Euh, alors, bien évidemment, le sens, ça peut être suffisant. Et souvent, c'est ça. Au départ, c'est souvent même que ça. Et puis après, quand on commence à se pencher sur les choses, on se dit ah oui, mais c'est vrai que euh, je vais gérer mon temps, je vais gérer mon activité, je vais faire ce que je veux, je vais pas être limitée dans ce que je fais. Si je veux prendre plus de vacances ou si je veux travailler plus, je vais pouvoir le faire. Donc la liberté arrive après. Mais d'abord le sens. Oui, oui, souvent. Et après, faut essayer de construire quelque chose comme un puzzle avec tout le reste autour du sens, effectivement. Et Sandrine, tu nous dis, moi je veux garder mon travail du matin qui me garantit une sécurité financière, un équilibre, et travailler en soins l'après-midi. Aucun risque financier. Être bien avec moi et ma pratique, être en joie. Et ben voilà, ça c'est... En fait, je pense, il me semble, moi c'est ce que j'ai fait du coup. Mais il me semble que c'est le plus raisonnable au début. L'idée de ne pas se mettre en survie sur j'ai besoin d'avoir tant de clients, j'ai besoin de 10 nouveaux clients par semaine, en fait, au début, c'est un peu irréaliste. Et donc, du coup, si dans notre communication, il y a le donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent, ça fonctionne pas. Si on fait ça en survie, on n'est pas en train d'envoyer le message qui a du sens pour nous, qui est en fait, j'ai des compétences et j'ai envie d'aider et j'ai envie de participer et je suis là. Ça, c'est le bon message. Ok ? Donc, effectivement, Sandrine, c'est bien parce que
cet élan-là, il est à honorer, notre élan. Et il faut vraiment savoir qu'il y a plus d'autonomie que dans un salariat classique. Ça, c'est une évidence. Mais la liberté qu'on a là, elle se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Et ça prend du temps. Et c'est OK que ça prenne du temps. OK. Et justement, alors, on va passer sur le deuxième fantasme qu'on peut avoir et qui peut être très frustrant au début. C'est vraiment cette notion de penser qu'on va avoir un impact immédiat. Je vais tellement toucher les gens que en une séance, 2 séances, 3 séances, leur vie va totalement être changée. Alors, parfois, ça arrive. Parfois, c'est une réalité. Parfois, une séance et bim, il y a tout qui shift. Mais parfois, non. La réalité, c'est que certains accompagnements sont lents. Parfois, ça prend plus de 2-3 séances. Parfois, ça prend un temps vraiment plus long. Et puis, ça dépend des techniques aussi qu'on a, des méthodes de la personne qui est en face. Parfois, il y a des personnes qui disparaissent et on n'a pas de feedback. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Du coup, c'est aussi un chemin de construction d'une forme de foi. Bien évidemment que quand on a les retours, on sait, on se dit, bon, ben voilà, là, ça a marché, là, c'est bon. Là, tiens, y avait encore des trucs qui coinçaient, donc on va les revoir dans une autre séance ou quelques autres séances. Mais parfois, on n'a pas ça. Et du coup, mais ça fait travailler l'ego aussi. Ça fait travailler l'ego et c'est un travail de lâcher prise qui est assez intéressant à faire. Parce que de toute façon, on n'est pas là pour que l'ego soit content. On est là pour être nourri par ce qu'on donne. Et l'autre prendra ce qu'il peut, ce qu'il veut à ce moment-là. Il y a certaines graines qui vont mettre du temps à germer. Et c'est OK. Même si c'est frustrant, parfois, eh bien c'est OK. Je vais raconter une histoire par rapport à ça. Il y avait une jeune femme qui m'avait consultée sur le conseil d'un ami. Et du coup, elle n'a fait qu'une séance. Et elle arrive à la séance avec 4 ou 5 thématiques assez fortes sur vraiment ses orientations de vie, des questionnements qui balayaient un peu tous les domaines. Perso, pro, amoureux, voilà. Blocage de l'enfance, enfin voilà, il y avait 4 ou 5 thématiques comme ça assez importantes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu cette séance-là, et derrière, plus rien. 0 nouvelle. Et puis, 1 an plus tard, mais vraiment 1 an quasi jour pour jour, je pense à 1 ou 2 jours près. 1 an plus tard, je reçois un message de cette jeune femme, dont je me souvenais, et qui me dit, en fait, c'est incroyable. J'avais bien senti qu'il s'était passé des choses dans la séance, mais après j'ai été prise dans ma vie et puis j'ai pas fait le lien. Mais en reprenant ses notes 1 an plus tard, qu'est-ce qu'elle a vu? C'est que tous les points qu'on avait abordés, quand je lui ai dit à chaque fois, quand je lui disais bon, ben ça c'est bon, en fait tous ces points-là avaient bougé. Tous les points qu'on a vus pendant cette séance-là. Et en fait, d'avoir ce retour-là au bout d'1 an, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Ça aide, en fait, si vous voulez, ça aide à lâcher cette attente de mais qu'est-ce qui s'est passé pour telle ou telle personne? En fait, ils vont vivre, les gens qui viennent nous consulter vont vivre avec ce qui s'est passé pendant la séance. Et parfois, on aura, au bout d'un certain temps, un retour comme ça qui va nous dire « Waouh, là vraiment il s'est passé quelque chose ». Ou alors, la personne revient potentiellement au bout d'1 an en disant « Ça a bougé, mais pas tant que ça ». Et c'est OK, c'est pareil, les retours de toute façon sont précieux. Donc voilà, la question que j'aimerais vous poser maintenant par rapport à ça, c'est est-ce que déjà vous avez vécu un truc comme ça? Ne pas savoir si ce que vous avez fait, ce que vous avez donné, ce que vous avez partagé, si ça a vraiment aidé quelqu'un. Et comment c'est pour vous quand c'est le cas?
Alors, je vais regarder. Non, il n'y a pas encore de commentaires. Donc, Myriam, oui, plusieurs fois. Eh ben oui. Et alors, comment ça fait pour toi? Est-ce qu'il y a un côté troublant? Est-ce que ça lâche prise? Comment tu te sens avec ça en fait? Je trouve ça intéressant de savoir comment tous on se débrouille avec ça. Alors, ce qui est important pour moi, c'est surtout le sentiment d'avoir donné la meilleure séance possible. Hé, j'aime beaucoup ce que tu mets. Mais oui, le sentiment d'avoir fait de notre mieux avec nos compétences. Et puis, euh, c'est ça qui vient nous nourrir. Si on fait bien attention au niveau de ce qu'on sent en profondeur, au niveau de ce que ça vient nourrir dans l'être profond, c'est ça qui est important. Euh, j'ai un petit souci d'écran, une seconde. Touc, 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 je veux voir vos messages. Ok. Hop, d'accord, on est bon. N'hésitez pas si vous voulez partager ça à votre tour, si vous avez d'autres choses à partager là-dessus. Mais ce que je veux vous dire et qui est important pour moi, c'est que l'impact de ce qu'on fait, il existe, il est là. Mais parfois, c'est comme s'il nous échappait un peu. On n'arrive pas à le saisir. Et accepter ça, c'est un peu sortir de l'ego de sauveur. C'est moi qui vais sauver, qui vais apporter aux autres ce qui m'anime, ce qui, moi, m'a fait du bien. C'est très bien quand c'est un élan du cœur, mais quand on est sur l'ego de sauveur, bon, bah, du coup, c'est un peu moins ajusté. Donc, c'est bien parce que ça nous permet d'en sortir. Donc, ça, voilà. Il faut le voir comme ça aussi. Ok, c'est bon pour moi sur ce point-là. Et du coup, j'aimerais bien qu'on regarde le troisième fantasme sur la notion de facilité. La croyance, alors on l'a déjà légèrement abordé, mais la croyance que si c'est ma voix, ça va couler tout seul. Euh, Par exemple, se dire, moi j'ai toujours été celle qui écoute, ou celle qu'on vient voir pour des conseils, celle qu'on vient voir quand on a des soucis, même énergétiques ou autres. Ado, moi c'était ça, c'était dès que les gens avaient un souci au niveau énergétique, paf, ils venaient me voir. Alors que, a priori, j'étais pas plus compétente que quelqu'un d'autre là-dedans. Et voilà. Et en fait, cette sensation que tout va couler parce qu'il y a déjà eu des choses comme ça dans notre vie, ou parce que c'est un élan naturel chez nous, c'est en partie vrai, mais pas totalement. La réalité, c'est qu'on est sur un vrai métier, au-delà de la pratique. Hein. On est sur un vrai métier qui a un cadre, qui demande d'avoir une certaine éthique, qui demande de gérer les éventuels transferts ou la façon dont on interagit, en tout cas avec les consultants et consultantes, qui demande qu'on sache poser des limites, parce que, là je donne un autre exemple, mais moi qui suis 100% en ligne, au début je répondais tout le temps aux messages, mais en fait au bout d'un moment, ça a tiré pour moi, et puis ça a tiré à la maison aussi. Répondre aux messages à 11h du soir, à un moment, c'est plus possible en fait. Donc, cadrer, mettre des limites, c'est hyper important. Et puis, autre chose aussi, alors si vous avez des exemples là-dessus, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est un métier. La deuxième chose sur cette réalité-là, c'est que on est obligé de se remettre en question en permanence. Donc ça n'est pas comme métro, boulot, dodo, avec un métier qui va être toujours le même. Il y a quelque chose qui est en évolution permanente. C'est aussi ce qu'on cherche pour la plupart d'entre nous. Mais justement, à un moment, on peut croire que tac, on va se couler dans quelque chose et puis que ça va être notre fonctionnement tout le temps. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il y a vraiment besoin de... comme
comme Pénélope, on remet le métier sur l'ouvrage encore et encore, parce que on a nos propres évolutions, notre propre cheminement spirituel, notre propre cheminement personnel, énergétique, et du coup ça vient nourrir tout le temps, et ça vient modifier, changer notre pratique. Et puis la troisième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est, alors j'ai déjà un tout petit peu abordé, mais apprendre à dire non quand c'est pas possible. Les séances de 2 heures au prix de séances d'1 heure, quand on fait, quand il y a d'autres personnes qui attendent derrière, c'est pas possible. Euh, Apprendre à réorienter en disant bon ben là, c'est pas de mon ressort, ce ne sont pas mes compétences, et du coup il y aura besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et il y a d'autres personnes qui vont orienter des gens vers vous, en fait. Ça marche dans les deux sens. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, que chacun soit sur sa zone de génie. Pas seulement sa zone de compétence, mais sa zone de génie, en fait. Et puis, il y a la notion de poser un cadre aussi. Donc, tout ça, ça fait partie des choses où, bon, bah, ça ne vient pas forcément tout seul. Il y a beaucoup de choses où on peut être guidé, aidé, avoir réellement la sensation d'être à sa place. Et puis d'autres choses où il y a besoin d'un peu travailler, affiner, peaufiner, voire être en travail permanent dessus. Ok, je vais regarder ce que vous avez dit, mais d'abord, je vais vous poser une question par rapport à ça. Vous, là où vous en êtes aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous ressentez la vérité de cette idée que si c'est ma voix, ça devrait être facile. Si c'est ma voix, ce sera facile forcément. C'est 10. Et ça peut être ma voix, mais ça peut être difficile. Ben, du coup, ça va être plutôt 1. Mettez un chiffre là, j'aimerais bien voir où vous en êtes. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis là, Myriam? Le reste n'est pas entre mes mains et il y a tout le contre-transfert sinon. Ben oui, bien évidemment. Chacun a son cheminement. Et c'est ok, il faut accepter ça. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire à la place de l'autre, on n'est pas là pour rendre les consultants, consultantes dépendants. Et du coup, bah, il faut accepter qu'il y a une partie du chemin qu'il leur appartient de faire. Et c'est ok. Et c'est ok. Du coup, on n'a pas le contrôle sur le résultat. Et c'est ok aussi. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, mais j'avoue ne pas voir où ça bloque. Ça bloque, Myriam, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour certaines personnes, y a la sensation que faire un week-end de stage ou avoir lu 3 bouquins, ça suffit, ça va suffire. Ou que une fois qu'on a fait notre formation, hop, les choses vont venir toutes seules et il n'y aura pas besoin de chercher, de creuser, il n'y aura pas de remise en question. Il y a une espèce parfois de tentation de cristalliser un peu le truc en disant c'est bon, mes séances, ce sera toujours comme ça de A à Z. On se fait un espèce de protocole et que ça va rouler à partir de là, tu vois. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais tu le sais, toi, tu vois, par rapport à ça. Sandrine, alors, oui, 1, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, on va faire en sorte que tu remontes un petit peu quand même. Hein. Myriam, 3, Véronique, 3, et Véronique... Ah! Alors attends, je vois pas complètement tout le message. Voilà. Les soins évoluent en même temps que nous. Exactement, les soins évoluent en même temps que nous. Mais oui. Ok, merci pour les retours. En fait, ce que je voulais dire là par rapport à ce troisième fantasme qu'on vient d'aborder, c'est que bien sûr, les prédispositions qu'on a, elles sont précieuses. Et en même temps, on a besoin de les cadrer, de les affiner, de les enrichir.
Parce que sinon, on risque de ne pas capter certaines dynamiques, on risque de se faire happer dans les énergies de l'autre, on risque d'être trop dans une volonté de bien faire, dans des croyances. Donc, c'est important d'honorer ses prédispositions, oui, mais aussi d'être consciente que, bah voilà, il y a des moments où ça va nous demander de continuer ce travail, et c'est de la formation continue aussi, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour ça. Est-ce que jusque-là c'est OK pour vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va pouvoir passer sur notre deuxième partie qui est la question de... Enfin, qui est justement comment on se pose les vraies questions et quelles sont les vraies questions. Voilà. Comment c'est pour vous? Je vais en profiter pour boire un coup le temps que vous mettiez vos questions, s'il y en a. Hop. Hop. Temps. Que veux-tu dire, Véro, là-dessus? En même temps, ah oui, non, mais c'est bon, j'avais compris. Célia, top, merci. Mais de rien, avec plaisir. Donc, on va voir trois points là sur la question de... sur les vraies questions justement qu'on se pose. Le premier, c'est la viabilité matérielle. Alors, y a des questions à se poser comme, si je me lance, de combien est-ce que j'ai besoin pour vivre décemment? Tu vois ce que tu disais, Sandrine, tout à l'heure, moi, je me lance sur une activité complémentaire, c'est-à-dire que j'ai déjà la sécurité matérielle, et du coup, je n'ai pas besoin de cette activité-là pour vivre correctement. Ça va me rajouter des possibilités de partir en vacances, ou de me former, ou de faire d'autres choses, mais ça ne va pas venir remplacer un revenu de base, si tu veux, avec ta survie et tes besoins du quotidien. Une autre question qu'on peut se poser sur la viabilité matérielle, c'est combien de temps est-ce que ça va me prendre de construire quelque chose de stable? Ça, la réponse n'est pas la même pour tout le monde, mais il y a des fourchettes qu'on peut donner, mais c'est au minimum 12 mois. Pour comprendre un peu, parce qu'il peut y avoir une saisonnalité dans certaines activités, parfois, en tant que thérapeute ou accompagnant. Et puis, de toute façon, pour développer une clientèle, pour que les choses fonctionnent, pour qu'on trouve vraiment notre cible, notre niche éventuellement, pour qu'on trouve notre façon de communiquer, et même pour que nos soins ou nos accompagnements prennent forme et se construisent, faut vraiment compter entre 12 et 24 mois, et encore, pour certains, ça peut être un peu plus long. Et se laisser ce temps-là, en fait. Se laisser ce temps de respirer. Parce que si on y va en se disant c'est bon, dans 6 mois, tout est fait, tout est fini, tout est bon, on risque de se retrouver coincé et on risque de se retrouver déçu. C'est-à-dire, on risque de se retrouver en échec, alors que l'activité n'est pas en échec, c'est juste qu'elle monte tranquillement au rythme auquel on peut l'assumer. D'accord ? Et le fait de combiner au départ un job alimentaire ou un job qui nous plaît par ailleurs de toute façon, et l'accompagnement, c'est vraiment une façon de sortir du stress, en fait, pour commencer. Parfois, on a de quoi voir venir. Dans les gens que j'accompagne, il y a des gens qui ont mis de côté de quoi vivre 2-3 ans. Et du coup, pour ces personnes-là, c'est OK, on peut prendre le temps de se lancer sans avoir un autre boulot à côté. Donc, il y a des cas particuliers. Mais dans la majorité des cas, moi, c'est quand même ce que je conseillerais, de sécuriser un revenu autre pour que ça se passe au mieux.
Et j'aimerais revenir sur automne. Tu parlais de la saisonnalité? Temps, automne. Ah bah, Véronique, je veux bien que tu développes un peu parce que du coup, j'ai pas compris pourquoi tu dis automne. Euh, et là, j'ai une question justement sur la viabilité, la question des tarifs. Parce que bah, c'est un peu, c'est un élément fondamental. Quel va être notre tarif? Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est du coup, euh, pour vous, est-ce que c'est difficile de savoir à quel prix vendre votre accompagnement ou vos prestations? Et j'aimerais bien savoir dans le chat sur quoi vous vous déterminez pour construire vos tarifs. Sur quoi vous vous basez pour construire vos tarifs. je, je bafouille et je mélange les mots, mais vous m'avez comprise. Donc ouais, ça, c'est un élément qui est fondamental parce que du coup, si on fait 3 séances à prix libre ou 3 séances à 40 € ou 3 séances à 200 €, euh, on n'aura pas le même revenu pour 3 séances. Donc du coup, c'est important. Sur quoi vous vous basez? Alors, pardon, au top. Voilà, très bien. Sandrine, pour moi, c'est un peu le tarif. C'est un peu le tarif. Mais plus se faire payer, c'est tellement compliqué. J'aimerais rester au troc. Et oui, euh, ça, c'est quelque chose qui vient au début, parfois, et qui vient aussi dans la plupart du temps dans je me fais payer en fait au chapeau un peu. Ce sont les clients qui vont décider. C'est une espèce de donation libre, don libre. Euh, le troc ou le don libre, alors le troc encore ça va. Ne pas faire payer ou le don libre, le problème c'est que énergétiquement, on est en train de donner quelque chose à quelqu'un. Donc énergétiquement, la personne, elle te doit quelque chose quand tu lui donnes quelque chose. Puisque énergétiquement, il y a toujours un échange. Donc, en fait, ce qu'on crée, c'est on crée une dette de l'autre à notre égard quand on ne se fait pas payer euh, pour quelque chose qui est une activité pro. Après, faire un soin à une copine ou à quelqu'un de la famille, ça n'est absolument pas un problème. Au contraire, c'est très bien et c'est normal de mettre nos compétences au service des gens qui nous sont proches. Mais sinon, en faire une activité professionnelle sans se faire payer, attention, parce que les gens se retrouvent énergétiquement en dette avec nous, et ça, c'est pas correct. C'est pas correct pour eux parce que ça leur fait porter quelque chose, et c'est pas correct pour nous parce que du coup, on n'est pas libre de ça. Même si on dit que c'est ok pour nous, énergétiquement, il se passe quelque chose. Euh, donc voilà, je vais regarder ce que vous avez mis d'autre. Toujours des problèmes avec l'écriture. Oui, Véro, mais c'est pas grave, on y arrive. Hein, on y arrive. Non, alors pour Myriam, pas difficile de donner un tarif en fonction du marché, de mes compétences, de ce que je trouve juste en termes d'accès à ce type de thérapie. Ok, donc pour toi, ça a été clair, et ben voilà. Ça, c'est super. Et du coup, une fois que c'est posé, à ce moment-là, tu vois que ça coule parce que c'est facile de le dire une fois qu'il est posé, ton tarif. Si c'est un tarif fluctuant ou je sais pas trop, ou ben du coup, c'est plus difficile de le dire, de l'annoncer. Alors que là, on sent qu'en dessous, c'est assumé. Hein. Il y a une énergie qui assume. C'est très bien. Et c'est Léa qui nous dit, hop, j'ai déjà une idée de mes futurs tarifs. C'est en fonction des prix du secteur des autres praticiens près de chez moi. Ok. Et ben voilà. Ça, c'est aussi une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Parce que effectivement, si on est à Paris, c'est du 120 € la séance à peu près. Euh, si on est, je sais pas, il y a des zones où
ça va être 40 euros, 50 euros, 80. Voilà, si on est en local, si tu veux, Célia, c'est bien de se baser sur les tarifs qui sont pratiqués autour, à condition que ça te permette de vivre. D'accord ? Parce que si tu calcules qu'il faut que tu fasses, je sais pas, 20 séances par semaine pour que ce soit suffisamment rentable pour que tu puisses en vivre, je trouve pas mon mot. Euh, du coup, 20 séances par semaine, au début, on les a pas forcément, tu vois. Donc, voilà, il faut s'ajuster avec le marché et puis s'ajuster avec soi aussi pour être capable d'annoncer le tarif euh, en étant posé, en étant OK avec ce tarif-là. Ok. Et Véronique, compliqué de se faire payer. Et oui, et oui. Euh, et en même temps, nécessaire, même si c'est un peu. Il y a un moment où toi, tu avais fait un... euh, c'était pas des sommes folles, mais tu t'étais fait payer de façon récurrente pour un accompagnement. Et du coup, je pense que ça a facilité les choses. Et même pour ta consultante, tu vois, ça facilite pour elle parce il y a une implication qui n'est pas la même. Et pourtant, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, tu vois. C'était OK pour elle et c'était OK pour toi. Donc il faut voir ça aussi, que ce soit OK pour les deux. Parce que si moi je me dis, tiens, je suis hyper alignée avec un tarif de 300 euros, mais que personne ne veut me prendre mes séances à 300 euros, j'aurais beau être alignée, ça fonctionnera pas du tout. OK. Bon. Euh, Par rapport à ça, ce que je veux quand même rappeler là, pour clôturer sur ce point-là, si vous n'avez pas d'autres choses à dire là-dessus, c'est que il faut compter. En fait, il ne faut pas compter que notre chiffre d'affaires sera notre revenu. Au début, les premières séances qu'on vend, on a la sensation que notre chiffre d'affaires sera le revenu. Mais en fait, déjà, rien qu'au début, on a de toute façon l'URSSAF, même si on est aidé selon la situation, mais on a de toute façon l'URSSAF. Donc déjà, on aura grosso modo 80% de ça. Et puis après, quand on en fait une activité à plein temps, il faut avoir la protection sociale, la retraite, on a l'URSSAF encore, sans compter tous les frais annexes qu'on peut avoir, si on a des frais de local, si on a des frais de communication, si on a des frais de comptabilité, selon la situation dans laquelle on est. En fait, on peut vite se retrouver à avoir pas mal de frais. Et du coup, c'est des choses à avoir en tête. Si on en fait une activité secondaire, voilà, on pourra en garder environ 80%. Si on en fait une activité principale, c'est plus le cas du tout. Et donc, ça se calcule, c'est pas grave et c'est pas invivable, puisque il y a beaucoup de gens qui en vivent très bien aujourd'hui, bien que ce soit un marché en pleine explosion, en pleine expansion, et c'est bien, on a besoin de plein de gens, mais y a des gens qui arrivent à en vivre très bien. Puis il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué. Donc, faut simplement poser les choses, avoir ça en tête, et puis se donner des limites à pas franchir en disant, bon, voilà, là, si je suis en dessous de ça, ça va pas être bon. Si je suis au-dessus de ça, je passe à la TVA, par exemple, ce sera pas bon non plus. Faut le poser à un moment, le réfléchir, et puis ce sont des choses qu'on fait au fur et à mesure de toute façon. On n'a pas besoin de faire ça avant de se lancer. C'est une fois qu'on a commencé à pratiquer, à faire ce qui nous plaît, qu'on décide d'en faire un métier parce qu'on voit que ça marche, un métier à temps plein, là on se pose ce genre de questions. Ok ? Bon. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Je vais passer sur la deuxième question. N'hésitez pas toujours à mettre des commentaires au fur et à mesure. Je vais passer sur la deuxième question importante qui est la question de la posture professionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on est pro ? Oui, on a un numéro de SIRET.
c'est fait en à peu près 3 minutes sur Internet. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui va faire qu'on est pro? J'en ai parlé tout à l'heure, la notion du cadre. Euh, il faut qu'on mette une durée de séance, il faut qu'on mette un tarif, il faut qu'on mette des conditions pour l'annulation. Donc le cadre, il y a aussi la notion de limite, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Par exemple, est-ce que je prends en charge tel type de personne? Est-ce que je prescris? On n'a pas le droit de prescrire, bien évidemment, dans nos métiers, mais est-ce que je conseille des huiles essentielles, par exemple? Est-ce que je suis formée pour ça? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Voilà. Donc, cadre et limite, ça, c'est important parce qu'il y a une notion de responsabilité, en fait. De savoir de quoi on est responsable et de quoi on n'est pas responsable. D'accord? On n'est pas responsable, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, de ce que l'autre va faire, de ce qui s'est passé en séance. Mais on est responsable de ce qu'on donne, de ce qu'on partage. On est responsable justement de ce cadre-là. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous voir pour un massage alors qu'on est, je sais pas, on est naturopathe, bah du coup, voilà, la notion de, c'est à nous de dire bon bah ça non, c'est pas de mon ressort et du coup je prends pas la responsabilité de faire ça, d'accord. Euh, un cadre mal posé, en fait, ça peut avoir des conséquences. Alors moi j'ai un exemple là-dessus, mais je veux bien aussi que vous en profitiez pour réfléchir à cette notion de posture professionnelle, de responsabilité, de cadre et de limite. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses à apporter là-dessus? À un moment, moi, j'avais un accord avec un de mes clients qui était, il me prend des séances et puis au bout d'un moment, il me règle. J'avais confiance, aucun problème. Et c'est pas la question de la confiance, hein. C'est bien que quand c'est une activité pro à temps plein, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle que de donner des facilités de paiement trop, parce qu'après, c'est nous, enfin, on compte là-dessus pour vivre en fait. Mais bon, en l'occurrence, là, j'avais pas ce problème-là. Le souci, c'est que de temps en temps, il me demandait, bon ben, on en est où? Je pense que je te dois tant, je te fais un virement de temps. Le souci là, c'est que je me suis retrouvée pendant je sais pas combien d'heures à faire des fichiers Excel de il est venu à tel moment, il a fait une séance d'1 heure. Après là, il a fait une séance d'1 heure et demie de formation. Et puis après, il a pris une demi-séance à distance. Et puis après, il y a eu une séance couple. Et puis ci, et puis ça. Alors, euh, au-delà du plaisir qu'on a à être en séance et à avoir cette souplesse-là avec quelqu'un, mais n'empêche que des heures et des heures sur un tableau Excel, en fait, mais j'avais pas envie de ça. Et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois jusqu'à ce qu'on décide de faire autrement. Euh, je préfère largement et de loin, c'est sans commune mesure, mais être là avec vous ce soir, on discute, on échange sur quelque chose qui permet de faire grandir tout le monde, plutôt que d'être sur un fichier Excel à me dire le 12 janvier 2022, il est venu, il n'est pas venu, il a annulé, et puis finalement, en fait, non, c'est pas. C'était un cadre que j'avais absolument mal posé. Voilà. Et donc, c'est pas grave, ce sont des erreurs, des essais et erreurs, et on apprend de ça. On apprend de ça. Mais, bon, c'est important de garder en tête quand même que quand on pose le cadre, euh, on en sort gagnant. On en sort gagnant, d'accord. Je vais voir si vous avez mis des commentaires, mais d'abord, j'aimerais vous poser la question de, par rapport à ça, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui, justement? Les tarifs, la question des limites, dire non quand il y a un message à 11 heures du soir, par exemple. Euh, qu'est-ce qui est compliqué? Alors, faites voir, qu'est-ce que vous avez noté?
Alors, dans le cadre, il y a aussi le temps passé en séance. C'est important aussi pour soi et pour les clients. Oui, Myriam, alors là, je te rejoins tout à fait. Euh, on peut avoir tendance au début à faire des séances à rallonge parce qu'on a tellement envie que le truc qu'on sent coincé, là, se libère. Il y a des fois où peut-être comme si on ne faisait pas suffisamment confiance au processus encore. Euh, y a un peu de contrôle là-dedans, de vouloir être sûr du résultat et du coup de déborder. Ou de ne pas oser cadrer. Parce que on aime tellement ce qu'on fait qu'on veut que la personne revienne et on veut avoir l'air sympa. Mais en fait, non, ça marche pas du tout comme ça. La personne a besoin d'un cadre et nous aussi, on a besoin d'un cadre. On a besoin à un moment de dire stop. Pour pas se faire... En fait, sans cadre, on se fait happer dans l'énergie de l'autre. Et du coup, ça fonctionne pas. Et c'est même pas bon pour l'autre. Tu as raison, Myriam. Ok. Célia, a priori, je pense que ça va le faire niveau cadre. En tout cas, je me sens pas trop en stress à ce niveau. Bon, parfait, parfait. Après, ça dépend aussi, tu vois, quand on est en reconversion, par exemple, ça dépend d'où on vient. Si on a été déjà dans une activité où on mettait du cadre, euh, où on était à l'aise avec le cadre, en fait, bah, du coup, ça posera pas de problème ou moins de problèmes. Et c'est OK. Et pour Véronique, dire non, c'est compliqué, car on croit qu'on se doit d'être dispo. Et mais oui, hein, c'est ça. Les gens qui disent... En fait, il y a des gens qui viennent nous dire que être thérapeute, c'est un élan du cœur et que du coup, par exemple, ça devrait être gratuit ou qu'on devrait être disponible tout le temps. Ou... En fait, dans un monde idéal où il y a une redistribution totale des richesses, oui, mais on n'est pas dans ce monde idéal. Enfin, oui, sur le fait que ça devrait être gratuit, mais on n'est pas dans ce monde idéal et on n'a pas de redistribution des richesses. Donc, du coup, on offre quelque chose qui est un service, qui est un élan du cœur, mais qui nécessite quand même qu'il y ait un échange, en fait, à un moment. Même si c'est, comme tu disais, Sandrine, dans le troc, tu vois. Donc, voilà. Et puis, être disponible tout le temps, non, non plus. On a le droit d'avoir sa vie, on a le droit d'avoir du temps aussi pour d'autres choses, même si c'est un métier passion. C'est pas parce qu'on est peintre qu'on va peindre toute la journée, toute la nuit. En fait, voilà, c'est la même chose. Et alors, ok. Ferro, mais j'apprends. Oui, oui, et tu apprends. Ok. Célia, en tant que cliente, ça m'agace quand le thérapeute me garde beaucoup plus longtemps que le temps prévu. Ah oui. Et ben voilà, très vrai. Mais oui, parce qu'on a pris un rendez-vous, même pour la personne qui prend rendez-vous, en fait. Euh, des fois, on va préférer que la personne nous dise bon, ok, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, par contre, pour aller clôturer tel ou tel dossier ou pour continuer là-dessus, faudra reprendre un autre rendez-vous. Et c'est ok. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Oui, effectivement. Après, si on veut travailler avec un cadre qui dise j'ai des horaires à rallonge, eh ben ok, on se met d'accord là-dessus. Euh, Moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un il y a quelque temps où c'était la séance, on prend la matinée et on verra. Et du coup, je savais que j'allais passer ma matinée avec cette thérapeute, cette accompagnante, et c'était ok. Mais là, on s'était mis d'accord. C'est pas un rendez-vous de 1 heure qui a finalement duré 4 heures. Voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Ok. Je pense qu'on va un petit peu dépasser l'heure habituelle, mais bon, il y en a pas pour trop longtemps encore, donc normalement, ça devrait pas nous emmener trop tard, ok. Euh, Troisième point, on passe là-dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, là, ça a l'air bon. Le troisième point sur les vraies questions, on l'a abordé en filigrane tout le long, mais c'est la question de la transformation.
personnel. Alors, on entend souvent quelque chose qui dit, une phrase clé qui est « On ne peut pas accompagner les gens plus loin que l'endroit où on a été, en fait. » J'ai bafouillé. On ne peut pas accompagner quelqu'un à un endroit où on ne serait pas allé. Voilà, je vais le poser comme ça. Ça m'évitera de bafouiller. C'est vrai à peu près. C'est vrai à peu près, parce que je veux quand même nuancer ce truc-là. En fait, parfois, quand on a une technique spécifique, quand on a des compétences qu'on a développées sur un point spécifique, parce que justement ce point-là nous pose problème. Par exemple, si je galère à gérer mes propres émotions, mais du coup j'ai développé des tas et des tas de pratiques, d'outils que je peux partager à d'autres qui sont peut-être moins pris que moi dans les émotions et du coup eux sont en mesure de profiter plus de ces outils et du coup d'avancer plus que moi, oui, c'est un petit bémol. Donc effectivement, ça n'est pas toujours vrai qu'on ne peut pas accompagner les gens plus loin que là où nous on est allés. Mais de façon générale, il faut quand même garder ça en tête. Pourquoi ? Parce que ça nécessite... L'idée, c'est pas qu'on soit arrivé et qu'on ait tout résolu pour pouvoir accompagner les autres. Ça, c'est aussi un piège classique. Non, on n'a pas besoin d'être parfait. Si on avait besoin d'être parfait ou parfaite, je ne serais pas thérapeute ni accompagnante et il n'y aurait pas de thérapeute ou d'accompagnant parce qu'à ma connaissance, à l'heure actuelle, et à ma connaissance de toute façon, même en général, il n'y a pas d'humain qui ait atteint la réelle perfection. À peut-être une ou deux exceptions près, mais voilà. Donc, et aujourd'hui, non, j'en vois pas. Donc, il n'y a pas besoin d'être parfait. Mais par contre, il y a besoin d'avancer, de continuer à avancer, pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, on puisse aussi accompagner les consultants de plus en plus loin. J'ai un exemple par rapport à ça. Un truc que j'avais pas appris ou pas forcément développé de cette façon-là avant de commencer à pratiquer. Mais en fait, j'ai développé quelque chose pour moi qui était le non-jugement, c'est-à-dire ne pas me juger quand j'ai fait une erreur, quand je me dis « oulala, j'aurais pas dû parler comme ça, ou réagir comme ça, ou penser ça, ou autre ». Ce développement-là en moi, de cette attitude de non-jugement, en fait, ça faisait partie de mon chemin, mais du coup, ça a changé radicalement ma pratique. Pourquoi ? Parce que en fait, même, c'est pas que je jugeais les gens qui venaient me voir avant, loin de là, jamais de la vie. Mais en même temps, comme il y a quelque chose qui s'est tranquillisé en moi par rapport au jugement, en fait, il n'y avait pas de jugement en moi, donc pas de stress, donc pas de difficulté pour évoluer. Et ce truc-là, ça faisait partie de mon chemin. Et du coup, comme je l'incarnais, eh bien, ça a permis aux gens qui venaient me voir d'être nourris, d'être baignés dans cette énergie-là. Et du coup, ça a changé quelque chose dans mes accompagnements et petit à petit, ça a pris une place assez fondamentale chez moi. C'est quelque chose qui peut être identifié très vite pour les gens qui viennent pour la première fois en séance avec moi. C'est pas une posture professionnelle apprise, c'est quelque chose que j'ai développé sur mon chemin. Voilà. Mais du coup, là, en l'occurrence, ça montre, je reviens quand même à ce que je disais au début, mais ça montre que, en allant jusque-là, ça m'a permis d'accompagner à mon tour ensuite les gens là-dedans. Et pas forcément de façon construite parce que j'ai appris une technique. Ok ? Là où on est bon, de toute façon, en général, c'est sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, sur les sujets où, à la base, on a quand même quelque chose à travailler, ok ? Et c'est ok, là-dessus, c'est pas un problème, au contraire.
C'est ce qui fait qu'on est unique, parce qu'on a aussi des choses uniques à travailler. Et puis, nos réponses uniques de ce qu'on a acquis à droite à gauche au cours de notre chemin, de notre cheminement. On avancera toujours là-dessus. Et notre accompagnement, il évoluera aussi en fonction de ça. Ok. Ok, je vais lire. N'hésitez pas à me dire comment c'est pour vous. Ok, on n'a pas de nouvelles, de nouveaux commentaires. Ok. Alors, n'hésitez pas, après, s'il y a quelque chose qui vient. Tac, j'ai encore un petit souci sur mon écran. Voilà, est-ce qu'on est bon? Presque. Hop. Ah. Problème technique, mais ça va se résoudre dans une seconde. Hop, et voilà. Ok. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on creuse davantage, soit dans une vidéo, soit dans un live? N'hésitez pas à me dire comment c'est pour vous. L'idée d'aujourd'hui, c'est que mon objectif, c'est pas du tout de décourager l'évocation, au contraire. Parce que pour moi, c'est un élan qui est tellement important, c'est quelque chose qui m'a tellement habité, que je voulais tellement faire, que du coup, l'idée, c'est de donner un aperçu pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, de qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir en tête, en fait, qu'est-ce qu'il y a besoin de déconstruire un petit peu, ou qu'est-ce qu'on a besoin de construire, en fait, en termes de questionnement et en termes de réflexion, pour avancer correctement là-dessus. Pour que cet appel-là, ça devienne un engagement incarné, que l'appel de l'âme vienne spiritualiser la matière, comme on disait tout à l'heure. Donc, voilà, ça c'était mon objectif aujourd'hui. Et la question principale, du coup, pour beaucoup, c'est pas est-ce que j'ai les bons outils, mais plutôt est-ce que je suis prêt ou prête à faire ce chemin-là dans la durée avec moi-même et avec les gens que je vais accompagner. Ok. Bon. Pour conclure là, ce que je voudrais dire, c'est que dans le live de décembre, normalement, il y a une vidéo et un live chaque mois. Là, pour le live de décembre, on va continuer, on va faire une espèce de suite de ce live-là. L'idée, ce sera plus de parler des fantasmes, mais plutôt de quelles sont nos fondations, c'est-à-dire quels sont les 3 piliers pour qu'on ait un accompagnement qui soit authentique, qui nous ressemble et dans lequel on incarne une pratique qui soit vraiment la nôtre en fait, pas un copier-coller de quelque chose qu'on a vu ailleurs. Qu'est-ce qui fait à chacun d'entre nous notre valeur ajoutée, d'accord? Et voilà, donc ça c'est le programme de décembre et ce sera le mardi 9 décembre. En attendant, je vous invite à là, si vous avez des questions, les remettre encore. Si vous regardez en replay, commentez le replay aussi. Je regarde de toute façon tous les commentaires. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, s'abonner pour le 3e live. Voilà. Et ah oui, et en plus aussi, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont en reconversion, n'hésitez pas à partager aussi parce que ça peut être des ressources intéressantes. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des petits... Oui, top, merci, le pouce, le cœur, et ben voilà. Et ben moi aussi, cœur. Et merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre précieuse présence, parce que s'il n'y avait personne, je ne ferais pas ce live. Et puis au plaisir de vous recroiser tous et toutes sur un autre live ou ailleurs. Et carrément, merci pour ces belles ressources. Et ben belle soirée à tous, et puis à tous et toutes, et puis à bientôt. Salut